monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anaïs. Et oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des futurs rendez-vous qu'il va y avoir. Donc pour certains, je suis quand même restée active sur les réseaux tels qu'Instagram. Donc là, je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo parce que bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien depuis. Moi, ça va. Donc je suis dans mon 6e mois, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Je suis dans ma 24e semaine, et oui, déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc la dernière fois, on avait parlé de la fameuse Éco T2. On a ensuite résumé l'IRM, donc ça s'est résumé en un statut Instagram parce qu'il n'y avait pas lieu d'avoir à faire une vidéo parce que il y avait très peu de choses à dire. Donc pour résumer, au lieu de faire un IRM qui dure 30 minutes, on a fait un IRM de 15 minutes car avec la grossesse, la position n'est pas évidente. Et vu ma claustrophobie de l'appareil, on a dû me mettre dans un appareil plus large. Donc je devais utiliser un produit fluorescent pour voir en détail ma tumeur à ma tête pour ma maladie. Donc le fait que je sois enceinte, ils m'ont interdit d'utiliser le produit. Donc ça a duré 15 minutes et on n'a pas eu à utiliser le produit. L'IRM s'est effectué à 13h45. Normalement, il aurait dû avoir à 11h25 une écho du cœur du bébé, mais sachant que la dame, elle a eu un empêchement, elle n'a pas pu me prendre pour ce rendez-vous, donc du coup, il a été décalé. On était donc en attente d'un rendez-vous, donc là, j'ai su il n'y a pas longtemps que peut-être j'aurai un rendez-vous prévu. Bougez pas, je vais sur le calendrier. Le fameux 17 février, donc jeudi 17 février à 15h30 pour l'écho du cœur du bébé, avec le docteur en question qui devait me prendre la fois dernière, mais qui n'a pas pu parce qu'elle n'était pas présente. Mais bon, rien n'est sûr. Pour l'instant, j'ai le rendez-vous anesthésiste qui est prévu le 7 février, donc c'est-à-dire lundi qui va arriver. J'ai également à 14h une écho juste de contrôle pour vérifier que tout va bien, puis en même temps faire le point avec le rendez-vous de l'anesthésiste et en même temps faire le point sur l'IRM. Je devais recevoir mes résultats, mais sachant qu'il y a une partie qui sont envoyées à l'hôpital qui me suit de base, ainsi qu'à la docteure gynécologue qui doit me voir le 8, celle qui suit ma grossesse à risque. Je n'ai pas eu de résultats, donc je devais avoir des résultats par internet, mais le système était tellement bien fait que j'ai pas pu les obtenir. Donc je dois aller les chercher le jour où je vais voir l'anesthésiste, c'est-à-dire à 8h, je vais chercher mes résultats d'IRM. Ensuite, on fait le rendez-vous de l'anesthésiste, donc je vous ferai un bilan. Et le lendemain, je vous ferai aussi un bilan du rendez-vous avec la dame qui suit ma grossesse. Et voilà. Si admettons, le rendez-vous pour le cœur se maintient, sauf si autre décision de la part de la gynécologue, si le rendez-vous pour le cœur du bébé se maintient, je pense qu'il va se maintenir. D'ailleurs, je vais demander parce que je ne laisserai pas des paramètres du cœur de mon enfant non validés. Donc, quoi qu'il arrive, je vais leur casser les pieds. Si, admettons, le rendez-vous se maintient, je vous ferai aussi également le point pour l'écho du cœur du bébé qui se déroulera le jeudi 17 février pour 15h30. Donc, je vous ferai un petit récap. Voilà. Ensuite, petite annonce aussi, que je vous en parle vite fait. J'ai une écho de contrôle le 14 mars, ainsi que la dernière écho, l'écho T3, prévu pour le 30 mars. Donc voilà. Bien sûr, pour le rendez-vous d'anesthésie, je vous dirai si on a parlé de la péridurale, je vous ferai un résumé, s'il me parle éventuellement d'une césarienne programmée ou s'il y a de l'évolution par rapport à la grossesse, tout ça, je vous en parlerai. Bien sûr, pour le fameux rendez-vous du 8 février, le 2 février, je me suis rendue au laboratoire que j'ai l'habitude pour faire mes analyses. Donc là, en gros, sur l'ordonnance, c'est un check-up. Comme je vous avais laissé sans nouvelles aussi, j'avais pas parlé des résultats parce que je les avais pas reçus tout de suite dans l'immédiat. Donc j'étais en train de dire donc la fameuse recherche. Donc ils ont vérifié l'hématologie. Donc recherche hématologique, recherche d'agglutine irrégulière négative. Ils ont fait des recherches hémogrammes, donc hématie, hémoglobine, hématocrite, VGM, TC,
MHCCMH, donc j'étais dans les normes. Il n'y avait pas de souci sur ça. Donc comme j'étais dans les normes, ça c'était ok. Donc ça c'était la première page. Dans la seconde page, ils font biochimie urinaire sur échantillon. Donc ça c'était pour vérifier les protéinuries. Donc protéinurie 0,15. La dernière fois on était à 0,21. Et là on est dans le barème. Donc 0,15, on ne dépasse pas 0,30. Donc pas risque de prééclampsie. Donc la fiche numéro 3 cette fois-ci c'était pour faire le dépistage du diabète gestationnel. Donc hyperglycémie, vous savez, c'est la fameuse fois où vous devez boire le produit soit à l'orange, soit au coca, soit au citron. Dans mon cas, je n'ai eu un au citron, donc je mettrai plus d'une traite. Alors je vous dis pas le souci si vous êtes dans mon cas, bébé était très calme, mais quand j'ai commencé à prendre, parce que j'étais à jeun, quand j'ai commencé à prendre le fameux glucose là, particulier à prendre, là, le fameux produit, bébé il a commencé à s'agiter et bouger. On a été de bonne heure à 7h du matin, donc j'étais fort fatiguée. On a dû faire ça jusqu'à 9h15. Heureusement, on était isolés et j'ai pu avoir la chance d'avoir mon compagnon parce que tout le monde ne peut pas se faire accompagner du temps Covid. Alors je remercie le laboratoire d'avoir fait un effort de m'avoir laissé avec mon compagnon. Entre deux, j'ai fait une petite sieste entre chaque prise parce que je vous dis pas les tubes que vous remplissez aussi en même temps. Très Entrons dans le vif du sujet. Donc glycémie à jeun 0,84 G-L. Glycémie après 1 heure, on était à 1,69. Glycémie après 2 heures, on était à 1,39. Tout vous lire parce qu'il y a des détails en dessous. Donc glycémie à jeun 0,84 Gl. En dessous c'est marqué 4,66 mmol-l. Glycémie après 1 heure 1,69 Gl. En dessous c'est marqué 9,38 ml, donc mmol-l. Glycémie après 2 heures 1,39 Gl. Et en dessous c'est marqué 7,71 mmol-. Donc ils ont marqué pas de diabète gestationnel. Je suis dans mes courbes, donc quand on est à jeun, il ne faut pas dépasser 0,92 chez eux. Après, alors à 60 minutes, il ne faut pas dépasser 1,80. Et à 120 minutes, il ne faut pas dépasser 1,53. Donc je suis dans les normes. Là c'est Winnie l'ourson. Et là c'est Barbe Papa de la Barbe Papa. Hey. Il peut plus. C'est plus des ailes que tu vas voir. C'est des tuyaux. À la fin, je sais plus des ailes que toi, c'est des tuyaux. Ça fait la deuxième piqûre du coup là. Ah, je suis fatiguée. Elle capte même pas ton téléphone. T'as un écran blanc depuis tout à l'heure, ouais. Et que dalle, moi. Je vais faire un coloriage, il n'y a que dalle. Des coups de pied, des coups de main. Je sais pas, ça fait des coups dans la tique qui pétait, je sais pas, ça... Mais qu'est-ce que tu fais là du coup? Je caresse mon ventre parce que j'ai senti mon fils bouger. Ok. On attend encore jusqu'à 9h15. On arrive bientôt au bout. Et moi je commence. Donc pour ceux qui m'auraient sous-estimé en disant que tu manges beaucoup, nana, tu vas avoir, c'est obligé, le diabète gestationnel, et ben il faut croire que je fais attention, donc je suis fière de moi. Tout va bien. Bien sûr, je ne juge pas ceux qui ont fait du diabète gestationnel. Des fois, c'est pas de leur faute à rien. Donc, je juge personne. Je vous parle juste de mon cas. Voilà. Voilà. Je voudrais pas qu'il y ait des personnes qui se sentent offensées alors que pas du tout. J'ai rien contre les personnes qui font du diabète gestationnel. Ce n'est pas de leur faute. Et je leur donne tout mon soutien. Le fameux immunologie, sérologie, toxoplasmose, sachant que je ne suis pas immunisée contre la fameuse toxoplasmose, donc j'y ai le droit tout le temps.
Donc là, on avait un taux de IgG 09UI-ml. Donc le 17, on était à moins 0,1. Attention, là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oh là, tu l'as. Non, non. Attention. Index IgM 0,20. Et la dernière fois, c'était les valeurs du 17-01-2022. On était à 0,18. Donc, conclusion, absence d'anticorps spécifiques. Ce résultat implique un suivi sérologique mensuel pendant toute la durée de la grossesse, poursuivi le dépistage jusqu'à le dernier test entre 2 et 4 semaines après l'accouchement afin d'identifier du potentiel primo-infection tardive. C'est marqué suivre les mesures hygiéno-diététiques recommandées. Mais attention, je vais vous le dire, en fait, donc du coup, je disais, ah, je l'ai et tout. Et en fait, le taux d'anticorps, taux inférieur à 7,5 UI justement ml, ça veut dire négatif. Taux compris entre 7,5 et 10,5 UI douteux. Positif, faudrait que le taux soit égal ou supérieur à 10,5. Index inférieur à 0,80 serait négatif. Index compris entre 0,80 et 1, douteux. Index supérieur ou égal à 1, positif. Donc, on dépasse pas. Dans notre cas, là, on serait par rapport au barème d'anticorps, tout ça et interprétation. Taux inférieur à 7,5 UI-ml, donc négatif. Donc voilà, c'est tout. Il faut faire attention. Mais comme je nettoie bien mes légumes et que je chauffe bien ma viande, tout ça, que je fais très attention à ces trucs-là. Donc c'était la fameuse dernière fiche, la fiche page numéro 4, donc 4 sur 4, donc c'était le fameux barème des anticorps. Donc tout va bien. Conclusion, la prise de sang dans son ensemble, tout va bien. Donc justement pour le fameux rendez-vous de l'anesthésiste, j'ai des papiers à remplir. Donc j'ai eu un questionnaire d'anesthésiste à remplir. Donc qui demande si on a déjà été opéré, si oui, de quoi. Avez-vous déjà été endormi pour autre chose? Si oui, pourquoi? Toutes des petites questions comme ça. Si vous avez déjà été endormi ou opéré, savez-vous s'il y a eu un problème au cours de l'anesthésie? Si oui, lequel? Donc là, je préciserai quelque chose. Un de vos parents a-t-il déjà présenté un important accident d'anesthésie? Avez-vous déjà été hospitalisé dans un autre service? Si oui, pourquoi? Avez-vous déjà été transfusé? Avez-vous déjà eu des problèmes cardiaques? Donc, les fameuses questions liées, avez-vous fait un infarctus? Avez-vous des douleurs dans la poitrine? Avez-vous des palpitations? Avez-vous un souffle au cœur? Avez-vous de l'hypertension? Avez-vous déjà fait une syncope? Pardon. Derrière, c'est pareil, il y a encore des questions. Avez-vous des problèmes respiratoires? Êtes-vous silicosé? Faites-vous de la bronchite? Faites-vous de l'emphysème? Ils disent également là-dedans, faites-vous de l'asthme? Si oui, quand avez-vous fait votre dernière crise d'asthme? Combien faites-vous de crises par mois? Toussez-vous souvent? Crachez-vous souvent? Fumez-vous? Combien de cigarettes par jour? Depuis combien de temps? Avez-vous présenté des allergies à un médicament? Si oui, lequel? Ou une autre chose, poussière, pollen, savon, etc. Faites-vous des rhumes allergiques? Avez-vous présenté des phénomènes hémorragiques? Donc vous voyez, c'est très complet. Des saignements de nez, des ecchymoses de bleu, un saignement très prolongé après une plaie accidentelle, une extraction dentaire. Êtes-vous hémophile? Êtes-vous spasmophile? Êtes-vous diabétique? Avez-vous fait une crise d'épilepsie? Êtes-vous soigné? Non, êtes-vous été soigné pour les reins? Si oui, pourquoi? Avez-vous fait une phlébite? Avez-vous fait une embolie pulmonaire? Avez-vous déjà été soigné pour un ulcère à l'estomac? Ensuite, nous avons, avez-vous déjà été soigné pour un glaucome? Souffrez-vous d'une myopathie ou myasthénie?
myasthénie. Avez-vous des problèmes de mâchoire? Avez-vous une prothèse dentier? Avez-vous une dent sur pivot? Prenez-vous des médicaments? Si oui, lesquels? À quelle dose? Combien? Avez-vous autre chose à signaler? Donc c'est très complet. Ensuite, on va avoir une fiche d'information sur l'analgésique péridurale, donc le fameux produit qui permet d'endormir pour soulager les femmes lors des contractions. Donc moi je suis un peu contre. C'est pour ça que je vais poser toutes mes questions sur place parce que j'ai très très peur de la péridurale. Ça peut être bête, mesdames, alors que c'est quelque chose qui nous permet de nous soulager. Mais d'un côté, je trouve que ça me paraît pas très cool parce que j'aurais peur de pas sentir l'évolution de bébé dans le bassin, tout ça. Enfin, toutes ces choses-là, je le dirai là-bas sur place, il pourra me rassurer. Je compte me préparer déjà mes petites questions en lien avec le rendez-vous, comme ça je suis sûre de rien oublier et qu'il puisse me rassurer à fond. Donc c'est marqué au cours de la consultation d'anesthésiste concernant l'analgésique péridurale ou en obstétrique due avec le docteur. J'estime avoir suffisamment été informée des avantages, des risques de l'analgésique péridurale. Je pu poser toutes les questions que j'ai jugées utiles et j'ai bien compris les réponses qui m'ont été fournies. J'accepte les modifications de méthode qui pourraient s'avérer nécessaires pour mon accouchement. Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité du médecin anesthésique réanimateur à mon égard. Donc là, le nom, le prénom, signature et la date. C'est une charte en fait à faire lors du rendez-vous. Voilà. Donc en plus de tout ça, le fameux docteur en question a des renseignements sur mes problèmes pathologiques, sur ma santé. Donc je vais venir muni de mon IRM justement pour ma maladie et également muni des papiers qui pourraient éventuellement apporter plus d'éléments pour mon dossier justement pour pouvoir aider au mieux ce professionnel pour qu'il puisse adapter au mieux le parcours pour ma situation pour pouvoir accoucher correctement sans me mettre en danger, bébé et moi. Voilà. Je pense lui demander également parce que en fait j'ai aussi une crainte, c'est de pas savoir bien faire justement le dos rond. Mais justement je compte m'inscrire au cours prépa à l'accouchement parce que soi-disant on nous apprend tout ça. Et on a jugé avec mon compagnon, sachant que c'est bébé 1, qui serait bénéfique justement de pouvoir bénéficier de ces cours au prépa à l'accouchement pour pouvoir être armé justement pour le fameux jour J. Donc voilà, c'est un petit résumé des 6 mois, quoi, de là où j'en suis au niveau des rendez-vous, ainsi que des prises de sang, des nouvelles, et sinon vous inquiétez pas, je vais bien. Bébé va bien, je sens de plus en plus ses petits coups, hein, mon petit bout de chou d'amour. Et il commence à taquiner son papa parce que son papa, quand je sens un coup, j'essaye de ne plus rien dire parce que chaque fois que je lui dis à l'oral, on dirait qu'il écoute et qu'il arrête de donner des coups quand papa pose sa main. Donc maintenant, je prends la main du papa, je la pose sur mon petit bidou et comme ça, il peut profiter avec moi des fameux coucous de bébé, quoi. Sinon, bébé, son cœur va bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore pris des références. Donc on est toujours dans un battement de cœur régulier. On est entre 148 et 157, il n'y a pas de souffrance fétale, rien, donc tout va bien. On dirait une vraie professionnelle, vous imaginez? Pour l'instant, au niveau de la sage-femme, j'ai toujours pas programmé de rendez-vous. Je pense l'enchaîner, je vais y réfléchir et je pense la recontacter à partir de lundi. Voilà. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.